Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. La refondation de l'école en débat au Sénat. Faut-il rendre obligatoire l'école de 3 à 18 ans, comme le proposent les communistes? Débat à suivre avec nos 4 invités sur le plateau tout à l'heure. 4 sénateurs. L'attitude de Pierre Moscovici jusqu'à la démission retentissante de Jérôme Cahuzac au cœur des premiers travaux de la commission parlementaire. L'UMP face au mariage gay et à Nathalie Kosciusko-Morizet qui s'estime être devenue une cible interne pour s'être abstenue lors du vote, alors qu'aujourd'hui on a appris qu'un essayiste d'extrême droite s'était suicidé avec une arme à feu dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il s'appelait Dominique Vénère et il avait dénoncé la loi sur le mariage gay, un geste éminemment politique. Réagit ce soir Marine Le Pen. Mais d'abord, un des plus grands scandales de santé au tribunal. Jacques Servier, 91 ans, s'est bien présenté à Nanterre aujourd'hui pour le premier procès du Mediator, accusé d'avoir causé la mort déjà de centaines de personnes en France. 700 parties civiles qui craignaient un nouveau report demandent réparation au laboratoire pour tromperie. Écoutons Irène Frachon, présente sur place, bien sûr, c'est la pneumologue qui, la première, avait révélé le scandale. Servier, ses avocats et ses sbires amènent tous les jours des tombereaux de mensonges, de documents falsifiés pour une deuxième fois accabler les victimes, refuser la reconnaissance de leur statut de victime et les excuses et les indemnisations auxquelles, bien évidemment, elles peuvent prétendre. Voilà, et comme prévu, donc, les avocats de Servier opposent des arguments de procédure pour tenter d'obtenir à nouveau le report de ce procès. Alors qu'un sommet européen tentera demain à Bruxelles d'apporter des réponses à l'évasion fiscale qui coûte des centaines de milliards aux États, eh bien la France affirme sa fermeté. Les Français qui veulent rapatrier leurs avoirs à l'étranger peuvent négocier avec Bercy, mais ils n'échapperont pas aux pénalités que le ministre du Budget entend d'ailleurs rendre plus sévères. Louis Sibyl. Gare aux fraudeurs. À la veille d'un Conseil européen consacré entre autres à la fraude et l'évasion fiscale, le ministre du Budget Bernard Cazeneuve se veut ferme. Ni amnistie, ni cellule de régularisation. Dans la foulée de l'affaire Cahuzac, le gouvernement veut muscler son jeu contre la fraude. Au Sénat, la majorité le soutient. Faut-il avoir un dispositif qui soit suffisamment attractif avec la carotte ou bien faut-il chercher le bâton? Je pense que moi, aujourd'hui, on ne peut pas éviter la sanction parce que si on a fraudé, si on est en infraction, si on est dans la délinquance fiscale, il faut qu'il y ait de la sanction. Donc moi, je ne suis pas pour la cellule de dégrissement. Cette cellule lancée par Eric Woerth en 2009 devait inciter le retour des fraudeurs. Elle leur garantissait un premier contact anonyme, l'absence de poursuite et même une certaine bienveillance dans le calcul des pénalités à régler. Elle aurait permis à l'État d'encaisser 1,2 milliard d'euros. Mais pour certains, la priorité reste de diminuer la fiscalité. L'évasion fiscale, il n'y a qu'une seule politique, c'est de redonner une pression fiscale modérée. Il y a 10 points de plus en prélèvement obligatoire que nos voisins allemands. Ce n'est pas compétitif, ça casse la croissance, ça casse l'emploi, c'est destructeur. Derrière le discours de fermeté affiché, le gouvernement le sait, il faudra aussi négocier. Car sans mesure incitative, le pari est risqué, un pari estimé à 60 milliards d'euros. Mais que savait exactement le gouvernement du compte en Suisse de Jérôme Cahuzac, fraude qui n'a pas dépassé 685 000 euros selon l'intéressé? Eh bien c'est précisément ce que tente d'établir la commission d'enquête parlementaire. Premiers auditionnés ce matin, Edwy Plenel et Fabrice Arfi, journaliste au site Mediapart. On écoute le premier, le fondateur de Mediapart. Tous ceux qui voulaient savoir au cœur du pouvoir exécutif savait le sérieux de notre enquête. Je ne veux pas dire que M. Moscovici a été forcément complice d'une manœuvre voulant absolument cacher la vérité. Je dis néanmoins qu'il a mal travaillé. Voilà, et sur Jérôme Cahuzac, la réaction tout à l'heure de Benoît Hamon, le ministre chargé de la communication, qui réagissait lors de l'émission PAF par 3 à la décision, certes, de Jérôme Cahuzac de ne pas se présenter à la prochaine législative partielle dans son département, mais qui laisse planer le doute quant à l'avenir, notamment les municipales. Je ne suis pas dans sa tête à Jérôme Cahuzac, je le connais assez, je suis content qu'il ait fait ce choix de ne pas revenir. Je pense que
Je pense qu'il faut passer à autre chose. Je pense qu'il faut qu'il ouvre un autre chapitre personnel. Et tant qu'il restera sur ce chapitre, d'abord je pense que pour son propre camp, sa propre famille politique, et je crois qu'il y est attaché, ce ne sera pas bon. Et je pense que, mais je ne sais pas s'il acceptera mes conseils, je pense que pour lui-même ce ne sera pas une bonne chose. Voilà, le ministre de la Consommation ainsi que de l'économie sociale et solidaire, Benoît Hamon. L'UMP se divise sur le mariage pour tous. Doit-elle accepter, doit-elle appeler à manifester le 26 mai, maintenant que la loi a été promulguée? Et le mariage gay sert-il aujourd'hui de prétexte aux adversaires de Nathalie Kosciusko-Morizet pour affaiblir sa candidature parisienne? L'enquête de Nathalie Guillouard. Une chose est certaine, Jean-François Copé participera dimanche à la manif pour tous. Cette ultime participation du président de l'UMP masque mal les divergences qui agitent la droite sur l'avenir qu'elle entend donner à la loi sur le mariage pour tous. Au Sénat, si l'on ne parle pas d'abrogation, on évoque la réécriture de la loi. Ça sera réexaminé parce qu'il y a tous les aspects de l'adoption, etc., qui posent problème, surtout quand on voit ce qui pourrait se profiler à l'horizon. Bah écoutez, si on revient au pouvoir, je pense qu'il y aura sûrement un référendum d'initiative partagée sur le sujet. Donc le problème se posera dans ces termes-là. Il faudra la réexaminer, mais je pense qu'il faudra la réexaminer au vu de ce qu'aura donné son application. Certains sont moins tranchés sur le sujet car même si Jean-Claude Lenoir a voté contre le texte du gouvernement, il lui paraît difficile aujourd'hui de revenir sur cette loi. Je ne vois pas comment on pourrait s'asseoir sur une loi qui a été votée par une majorité, nous étions dans la minorité, et qui a été validée par le Conseil constitutionnel. En attendant, ces différentes approches ont déjà une incidence directe sur les primaires UMP à Paris. S'étant abstenu lors du vote au Parlement, NKM est la cible des critiques acerbes du leader de la droite forte, Guillaume Pelletier, opposé au mariage pour tous. Et opposant au mariage pour tous, qu'il avait qualifié de loi infâme, un homme, un essayiste d'extrême droite, s'est suicidé aujourd'hui avec une arme à feu dans l'enceinte même de Notre-Dame de Paris, la cathédrale de la capitale. Il s'agit de Dominique Vénère et Marine Le Pen a réagi très vite en disant qu'il s'agissait d'un geste éminemment politique, une tentative, dit-elle, de réveiller le peuple de France. La loi sur la refondation de l'école est arrivée en débat au Sénat. Le texte de Vincent Peillon, déjà adopté par les députés. Véronique Pagnon nous en rappelle les grands enjeux. Le résultat du scrutin dépendra surtout du groupe communiste. Le PS n'a pas la majorité à lui seul au Sénat. Il lui faut donc les voix des autres groupes de gauche. Modification de l'article qui concerne le socle commun, inscription du tous capable dans le texte ou encore coopération État-région sur les formations des enseignants. La majorité des amendements déposés par les communistes a été adoptée en commission. Pourtant, rien n'assure qu'ils voteront pour le projet de loi. Nous savons que le gouvernement a déposé des amendements qui contredisent les nôtres, mais que dans le même temps, la Commission a rejeté ceux du gouvernement et a gardé les nôtres. Donc on verra quel va être le chemin que vont prendre ces amendements et nous déciderons à la fin du texte. Côté UMP, les sénateurs disent réserver leur position à l'avancement de certains amendements. Mais en l'état, non, ils ne voteront pas le projet de loi sur la refondation de l'école. La plupart des amendements qu'ils ont déposés en commission ont été rejetés les uns après les autres. Pourtant, les points d'amélioration du texte qu'ils jugent incomplets ne manquent pas. Je ne vois pas grand-chose concernant le second cycle, alors que c'est tout de même un élément également important. Il mobilise, c'est vrai, des moyens importants, mais il ne les porte pas sur le moment essentiel qui nous semble être la fin de la maternelle, le début du primaire, pour que les enfants aient véritablement acquis de bonnes bases. Il nous paraît consacrer par contre trop de temps au seul problème de l'accès des élèves en maternelle dès l'âge de 2 ans. S'ils se défendent de toute posture idéologique sur ce thème de l'éducation, les sénateurs de droite comme les communistes batailleront en séance publique. Les radicaux de gauche, eux, devraient voter pour le texte. Voilà nos invités. Donc Dominique Gillot, bonsoir, sénatrice PS du Val d'Oise. Colette Mello, sénatrice UMP de Seine-et-Marne. Avec nous également Valérie Marty. Bonsoir, vous êtes la présidente de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public. Vous restez à votre place, à votre poste. Ça n'est pas comme le changement qui est intervenu ce week-end dans l'autre fédération réélu pour 2 ans. Parents d'élèves, voilà, la FCPE. Merci. Et avec nous également Albert Jean Mougin, bonsoir. Bonjour. Vous êtes le vice-président du syndicat national des lycées et collèges. D'abord, est-ce qu'on peut dire que vous êtes tous d'accord sur le diagnostic adressé, sur les difficultés
des élèves en France, Madame Gillot? Tout à fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont attesté de la grande difficulté scolaire et des résultats des élèves français qui sont en régression, et donc la nécessité de prendre à bras-le-corps la situation de l'école. Oui. Est-ce une question de moyens d'abord, selon vous? Non. Ah, c'est votre voisin qui répond. On demandera la réponse de Mme Gillot ensuite. Je vous laisserai parler. Monsieur Jean Mougin, allez-y, vous avez pris la parole. Oui, merci monsieur. Écoutez, pour nous, non, pas seulement. Bien sûr, c'est une question de moyens. Bien sûr, il était inadmissible de sabrer, comme on l'avait fait précédemment, dans les effectifs de l'éducation nationale. Mais c'est aussi une question de manière d'enseigner et d'utilisation des moyens. Et de formation, peut-être. Vous êtes bien directement évidemment, confronté à cette directement, question. Et nous avons approuvé, quand nous avons approuvé la démarche déjà des débats de la refondation, ensuite les éléments de la loi, bien sûr, la reconstruction d'un enseignement pour les maîtres au travers des écoles supérieures. Et vous pouvez témoigner ce soir, par exemple, que les maîtres souffrent d'un manque de formation initiale? Alors, parler de manque de formation initiale, ce n'est pas vraiment le cas. L'objet de la réforme, c'est justement de la renforcer. Il y a une formation disciplinaire. Et la remettre en place, elle avait disparu. Alors, j'y venais, l'urgence est effectivement de la remettre en place, mais de la remettre en place sur des éléments de concret, sur des éléments assis sur des pratiques professionnelles. Nous tenons beaucoup à ce que le volet enseignement à partir des expériences de terrain soit là et que l'on ne retombe pas dans les travers que notre syndicat avait toujours dénoncés des précédents IUFM qui sombraient parfois, hélas, dans trop de théorie et pas assez de pratique. Les instituts de formation des maîtres. Alors, Madame Mello, qu'est-ce qui vous empêcherait de voter ce texte de Vincent Peillon? Alors, nous partageons le constat, bien évidemment, que pointent les évaluations nationales et internationales sur les résultats de notre système éducatif. Mais bon... vous avez votre part de responsabilité, là, j'entendais le syndicaliste. Non, mais vous, au gouvernement, quand vous avez sabré dans les effectifs, j'ai entendu l'expression. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Vous assumez ça? Oui, parce qu'il fallait faire des efforts, il fallait pouvoir diminuer le nombre de fonctionnaires. Et là, si l'éducation nationale recrute 60 000 professeurs, il faudra trouver 60 000 fonctionnaires dans d'autres domaines, par exemple la défense. Alors il faut quand même non, mais que vous assumiez des efforts budgétaires en supprimant, en faisant baisser le nombre de fonctionnaires, c'est une chose, mais vous n'assumez pas l'échec scolaire dont on parle. Les échecs scolaires, certainement pas, mais on sait très bien que la France est un des pays où il y a le plus de moyens financiers. Et les résultats n'ont pas été d'asseoir sur une réflexion malgré tout. Une manière d'utiliser ces moyens. Voilà, une manière de les utiliser. Sur les moyens. Alors c'est vrai que beaucoup de moyens sont dépensés, mais de manière déséquilibrée. C'est justement l'intérêt de cette loi essentielle de refondation de l'école, c'est de se recentrer sur le début oui, mais ce ne sera pas effectif constant puisque vous avez embauché. Oui, non, mais attendez, je développe. C'est de redonner la priorité à l'école primaire. Donc il y a des moyens qui vont être mobilisés pour l'école primaire, pour réparer justement la casse qui a été effectuée ces dernières années. Pourquoi est-ce qu'on a négligé l'école primaire? Certains disent c'est à cause du corporatisme des enseignants. Il y a vraisemblablement de multiples raisons. Et qu'on constatait au moment du passage en 6e, au moment du passage au lycée, que les élèves n'avaient pas le niveau. Donc la tendance, c'était d'apporter des réparations à ce moment-là. Là, le ministre a choisi de prendre le problème tout à fait à la racine et de reconstruire, de refonder une école de la réussite pour tous les enfants, avec une considération des capacités, des aptitudes des enfants à réussir pour autant qu'on leur fasse confiance et qu'on les considère avec un regard bienveillant. Madame, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Qu'est-ce qui peut vous freiner finalement dans votre soutien à ce texte? Alors, il y a beaucoup de points que nous aimerions voir examinés et améliorés. Bon, il y a ceux qui viennent d'être évoqués, mais il y a aussi le collège unique, par exemple, qui est à nouveau sanctuarisé et que nous aurions aimé voir évoluer comme nous l'avions souhaité auparavant. Les choses avaient commencé à bouger. Il y a au sein du collège une possibilité de créer des parcours différents. Je crois que tous les élèves ne peuvent pas suivre le même parcours et ce n'est d'ailleurs pas leur intérêt. On est revenu par exemple sur le DIMA,
la possibilité d'alternance à partir de la classe de 4e, qui était pour beaucoup d'élèves une manière d'être sensibilisés à la vie professionnelle. Et qui Vous considérez que le gouvernement met des freins, par exemple, à l'apprentissage? Oui. Et on entend par exemple Ségolène Royal critiquer cette orientation du ministre. Bien sûr, si vous le permettez, oui, monsieur, sur ce point précis, sur le collège unique. Oui, bien sûr. Parce qu'on va parler ensuite de l'extension de l'école obligatoire de 3 à 18 ans, puisque c'est une proposition communiste. Sur cette question du collège unique, vous savez que nous y sommes au SNALC particulièrement sensibles, et nous avons retenu que certes la réduction du dispositif d'IMA, qui le reporte en dernière année, a été très explicitement présentée par le ministre qui avait été interrogé sur cette question dans un débat parlementaire, comme la possibilité, c'est ce qu'il a dit et nous l'en avons pris acte, d'ouvrir les expériences de diversification au sein du collège dès la 6e. Et c'est dans cette perspective que notre organisation syndicale, tout à fait dans l'esprit que vous évoquez, madame, a proposé récemment un projet de collège modulaire qui se fonde sur les travaux de membres de l'ancien Haut Conseil de l'éducation et qui permettrait effectivement des parcours au sein d'une même classe au travers des années de 5e, 4e et 3e, mais en diversifiant ces parcours selon les niveaux dans ce que nous appelons des matières cumulatives, c'est-à-dire essentiellement donc le français, les mathématiques et l'anglais. Le reste de l'enseignement restant commun. Ça semble a priori comme un effet un petit peu complexe à réaliser. Si vous défendez ou si vous contestez le collège unique. Dans ce cas-là, vous savez, nous avons un principe d'adaptation. Notre syndicat, depuis 1905, défend les mêmes idées au travers des aléas des siècles. Et nous considérons, nous, qu'avant tout, il faut que chacun trouve sa place dans le collège. Et il est certain que pour nous, elle ne peut pas être dans une forme unique, non pas dans une même classe qui rassemble tout le monde. Mais il faut utiliser cette ouverture, qui était celle du ministre lui-même, pour permettre, dans le cadre d'une expérimentation, voire d'une décision, cette diversité de parcours dans un collège qui sera pour tous, mais qui sera diversifié. Votre opinion, Dominique Gillot, sur le sujet, et ensuite on on écoutera Valérie Marty. Qu'on ne parle pas du vrai sujet aujourd'hui. Bon, certes, la question du collège et de l'orientation, c'est une question importante, mais là on parle des décrocheurs. Mais là, nous parlons d'une loi de refondation de l'école qui donne la priorité à l'école primaire, qui redonne des moyens, qui va repréciser les pédagogies, qui va mettre en place une école de formation des maîtres, pas la version IUFM comme vous la critiquez, mais au contraire bien impliquée dans la pédagogie et avec l'intervention de maîtres formateurs en situation devant des élèves, avec aussi la possibilité de nourrir la recherche pour connaître mieux l'enfant et comprendre l'enfant aujourd'hui pour mieux répondre à son parcours individualisé, pour que l'école d'aujourd'hui soit en capacité de former tous les enfants. Il s'agit vraiment d'une démarche pour embrasser tous les enfants de la République dans la même attention, d'une école inclusive, ouverte, généreuse et bienveillante. Et ça, effectivement, ça nécessite des efforts, des moyens, une conversion des enseignants à des pédagogies actives, attentives, pour lesquelles ils ont besoin de formation et d'accompagnement. Alors, on écoute Valérie Marty quand même. Toutes ces paroles sont douces à vos oreilles. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous faites confiance dans cette réforme pour lutter contre l'échec scolaire? Je pense que c'est un début. Néanmoins, je pense que l'effort qui est fait sur l'école primaire n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'approche, dans l'accompagnement des élèves. On voit bien qu'on a 40% des élèves qui arrivent en 6e qui ne maîtrisent pas ni le français ni les mathématiques. C'est énorme. C'est quasiment la moitié. Donc effectivement, je pense qu'il faut donner plus de moyens. Il faudrait peut-être rééquilibrer les moyens entre le lycée et l'école primaire. Je pense qu'il fallait avoir cette audace. Ça n'a pas été le cas, mais peut-être que dans les mois futurs, on peut l'espérer. Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller aussi plus loin dans la liaison école primaire-collège, intégrer et réformer effectivement le collège. Nous, c'est une demande de nos parents parce qu'ils y perçoivent des enfants qui sont en souffrance parce que le décrochage scolaire prend naissance au collège. Et une fois que l'enfant a perdu l'appétence, le goût d'apprendre, c'est très difficile de le remotiver. C'est vrai que les voies d'apprentissage, les
voies autres que l'école peuvent permettre à certains élèves de retrouver le goût à la vie et avoir espoir. Alors justement, après, oui. L'ambition de cette loi, c'est quand même de redonner, de donner aux enfants le goût d'apprendre, le plaisir d'apprendre et aux enseignants le plaisir d'enseigner. Et les moyens, ils sont mobilisés pour l'école élémentaire puisqu'il y a 60 000 postes qui vont être créés en 5 ans, mais il y en a déjà 40 000 recrutements qui ont été faits. Alors ça ne veut pas dire 40 000 nouveaux postes, hein, c'est aussi des enseignants qui sont recrutés pour remplacer les maîtres qui partent à la retraite, qui vont entrer en formation. Donc l'effort, il est conséquent, il est majeur. Et ensuite, eh bien, cette cohorte d'élèves qui va être mieux prise en charge, mieux prise en considération et mieux accompagnée, arrivera vraisemblablement, nous l'espérons, ce sont les efforts qui vont le montrer, avec des résultats meilleurs à l'entrée en 6e. Et ensuite, on s'attaquera au collège. Mais d'ores et déjà, dans la loi de refondation, il y a une attention particulière, il y a des dispositifs particuliers pour le passage de CM2 à 6e avec un conseil d'école commun pour permettre justement les échanges de compétences, les échanges de formation. C'est un début, c'est vrai qu'on va avoir une liaison à CM2 collège. Je pense qu'il fallait aller un petit peu plus loin. Ça existait déjà, effectivement. Ça ne va pas forcément très très loin. Je pense qu'il fallait plutôt vraiment, véritablement englober le collège et l'école primaire ensemble pour essayer de créer quelque chose de... Nous ne pensons pas que c'était une bonne idée, comme vous le savez. Je pense que c'était quelque chose qu'on aurait pu effectivement attendre, parce que les élèves ont besoin d'avoir cette continuité d'apprentissage. Alors après Sophie Normand qui nous a présenté il y a un instant l'enjeu politique, puisqu'il y en a, la gauche se divise sur ce texte, Dominique Gillot. On va voir maintenant avec Véronique Pagnon la proposition du groupe communiste qui rejoint ce que vous dites, enfin le débat sur le collège unique, puisque le groupe communiste propose un amendement pour rendre, donc je vous le disais, l'école obligatoire de 3 à 18 ans. Véronique Pagnon. Avec cet allongement de la scolarité obligatoire, l'idée du groupe communiste est de réorganiser les filières et de donner plus de temps aux professeurs et aux élèves. Côté enseignants, les principaux syndicats sont plutôt pour. À l'UNSA, on avoue être sceptique pour l'allongement de 16 à 18 ans, mais on soutient une scolarisation obligatoire en maternelle dès 3 ans. 99,9% des enfants de 3 ans sont déjà scolarisés, sont présents à l'école maternelle. Et si on rend cette école maternelle obligatoire, donc on acte au fond une réalité, mais surtout on contraint désormais l'État à préserver l'école maternelle et puis on contraint aussi les municipalités à mettre les moyens. Mais rester à l'école jusqu'à la majorité, là-dessus l'amendement communiste ne fait pas l'unanimité. Pour les représentants des parents d'élèves, l'urgence n'est pas là. Près de 150 000 élèves quittent l'école chaque année sans diplôme. Jean-Jacques Azan est à la tête de la FCPE. Il attend avant tout du qualitatif. Il est nécessaire que maintenant on passe à une autre étape dans la scolarité et en particulier dans la scolarité obligatoire et qu'on s'attache aux résultats et que l'État, au travers de son école, se fixe une obligation de résultat. Pas simplement une obligation de moyens, on rajouterait des heures, on rajouterait des enseignants, on rajouterait des années obligatoires. Non, pour nous, c'est pas seulement du droit à du temps, c'est du droit à du diplôme, à de la qualification. Une scolarité plus longue, cela signifie forcément plus d'effectifs et plus de moyens. Là-dessus, aucun chiffre n'est avancé. L'amendement du groupe vient d'être retoqué. Mais les sénateurs ne comptent pas baisser les bras. Reste la question des apprentis. Aujourd'hui, ils ne sont pas considérés comme scolarisés. Qu'en serait-il si une telle proposition devenait loi ? Alors parlons de cette scolarisation, de cette scolarité obligatoire. Aujourd'hui, donc, c'est 6-18 ans. Demain, est-ce qu'on peut... C'est 16 ans, voilà. Et demain, est-ce qu'on peut passer de 3 à 18 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez tous, Nous allons proposer la scolarisation obligatoire à 5 ans. Nous allons défendre un amendement parce que nous pensons qu'avant l'âge de 5 ans, les parents sont libres de scolariser un enfant ou non. Bon, la plupart le sont, vous l'avez dit, à peu près 99% sont scolarisés à l'école maternelle. Mais bon, c'est à 5 ans que les choses commencent à être importantes. 3 ans, c'est trop tôt pour vous? Coercitif pour les parents? Oui, mais on peut considérer qu'à 5 ans, on peut préparer l'enfant aux apprentissages. Bon, 5 plutôt que 6. Et donc, 18 au lieu de 16 ou pas? Non, parce que je crois qu'à 16 ans, il peut y avoir là aussi des parcours diversifiés, apprentissage, alternance. Voilà. Alors, il faut savoir si on considère que l'apprentissage fait partie de la scolarité ou pas. Bien sûr, ça c'est une question. Madame Marty, oui, pardon. Et je voudrais aussi viser cette position du groupe socialiste qui souhaite la scolarisation des enfants avant 3 ans.
Hein, il y a une... L'idée, c'est de renforcer la scolarisation. Donc là, avant 3 ans, nous y sommes totalement opposés. On ne peut pas déformer là non plus. Il s'agit pour nous avons défendu un projet de loi l'année dernière, on a débattu, pour fixer la scolarité obligatoire, l'accueil obligatoire des enfants à partir de 3 ans. Ça ne veut pas dire que les parents sont tous obligés de mettre leurs enfants à l'école. Aujourd'hui, vous voulez renforcer la scolarisation avant même cet âge. On veut permettre l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Alors il y a des enfants qui ont 3 ans dans l'année, qui peuvent pas être accueillis parce qu'ils ne sont pas inscrits. Il y a des enfants qui sont particulièrement agiles, vifs et qui s'ennuient à la crèche. Bon, il faut pouvoir les accueillir à l'école. Pour pouvoir les accueillir, il faut que ces enfants puissent être comptés dans les effectifs scolaires. Donc nous, notre objectif, et celui du ministre, c'est de permettre l'accueil des enfants de moins de 3 ans quand c'est possible pour l'éveil, l'intérêt de l'enfant, en fonction de leur comptage dans les effectifs. C'est mettre une pression pour peut-être renverser la vapeur en la matière, parce qu'on a de moins en moins de scolarisation à cet âge. Ce n'est pas une obligation. Et on sait bien que dans certains quartiers, dans certains milieux, il est plus intéressant pour un enfant qu'il aille à l'école pour être socialisé, plutôt que de rester dans son mode de garde. Voilà. C'est de favoriser absolument l'égalité des chances. 18 ans au lieu de 16 ans, c'est beau, me semble-t-il, c'est trop long. Déjà, vous voyez, la scolarité jusqu'à 16 ans fait discussion. Vous avez cité des gens du Parti Socialiste qui trouvent que bon. Alors, ce qu'il faudrait, j'ai parlé de Ségolène Royal. Les gens au Parti Socialiste, c'est Ségolène Royal. Il y en a d'autres. Ce matin, elle n'est pas la seule. Ce matin, en groupe, on a aussi discuté. Et la question était de savoir si c'est le seuil, c'est l'âge ou c'est l'obtention du diplôme. Parce qu'il y a des élèves, on nous a rapporté que des élèves de 3e qui vont avoir leur brevet vraisemblablement, s'ils n'ont pas 16 ans, ne pourront pas entrer en formation par apprentissage alors que c'est leur choix. Donc il y a quelque chose à voir. Ça peut être le 16 ans ou le BEP, le BEPC, des choses comme ça. Bon, mais le maintien à l'école le plus longtemps possible pour obtenir une formation, pour gagner le goût d'apprendre, l'initiative, le travail, on est pour. Très bien, sans l'inscrire forcément dans la loi. Mais la formation par alternance, c'est aussi une très bonne formation. Tout à fait. Monsieur Jean Bougin. Oui, la réalité aussi. Pour conclure. Restons calmes quand même. Pourquoi pas la conception de l'enfant à l'école? Donc, oui, sinon, on pourrait aller très loin de cette façon-là. Bon, en étant un petit peu plus sérieux, disons quand même que ce qui nous importe, c'est que les possibilités, oui, comme vous le disiez, Madame la Sénatrice, les possibilités qui permettent la meilleure réalisation d'un enfant dans son parcours soient ouvertes. Mais de grâce qu'on ne mette pas des contraintes supplémentaires. D'accord. Madame Marty, votre avis, et puis on va s'arrêter là. Pas de contraintes pour nous supplémentaires, effectivement. Je pense que jusqu'à 18 ans, ça me paraît un petit peu excessif. 3 ans, pourquoi pas, parce qu'ils sont tous scolarisés. Et puis, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de rigueur, de rigidité dans le système. Il faut laisser aux enfants la possibilité, la souplesse de pouvoir faire des parcours diversifiés. Ceux qui décident, hein. Bien sûr. Parfois, il faut les aider. Ils décident avec leurs enfants quand même. Hein. On n'est pas des dictateurs. Et avec les maîtres. La question du Nouvel Obs, c'était celle-ci. Le nouvelobs.com, le partenaire du 19h. Faut-il rendre l'école obligatoire donc de 3 à 18 ans? Eh bien, vous avez répondu majoritairement non à 54%. Voilà, vous êtes un peu plus de 200 votants. Mesdames, nous sommes élus. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Je vous retrouve moi à 22h45 pour Preuve par 3. Donc notre invité, c'est Benoît Hamon, le ministre de la Consommation et de l'économie sociale et solidaire. À suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale, Doc à Doc. À demain. À quoi ressemblent les prisons russes? Qui s'y entassent entre criminels, victimes d'une administration corrompue ou encore opposants politiques? À quoi ressemblent les prisons de Poutine? Eh bien, c'est le documentaire de la semaine sur Public Sénat avec un débat sur le président russe et sa façon très particulière d'exercer le pouvoir. Le débat présenté par Benoît Duquesne, dimanche à 10h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.